Et bien maintenant, nous pouvons commencer. Donc, on va vous faire un petit tour d'horizon, comme je vous le disais, très rapide, d'un certain nombre de sujets. Et donc, c'est Antoine qui est à la barre. On a voulu vous parler un peu finance et attractivité dans un premier temps. Donc, voilà, vous avez le nombre d'années. Cette année, nous avons décidé une nouvelle fois, vous l'avez vu dans le journal, c'est la 14e année sans augmenter le taux local communal des impôts. Et on regarde cela, et pourquoi on vous dit ça? Ce n'est pas juste pour se vanter un peu, c'est parce que ça conditionne aussi tous les financements qu'on va faire derrière, parce qu'on n'augmente pas les impôts, mais dans le même temps, on a des baisses. Alors, les droits de mutation, c'est à chaque fois que vous avez une vente d'un logement. Le notaire, sur ce qu'il perçoit, il y a une partie qui revient à la commune. Donc, cette année, 800 000 € en moins sur les droits de mutation. Les dotations de l'État, en 13 ans, on a perdu 6 millions d'euros. Et près de 8 millions, et en 2024, on a encore perdu 1,6 million supplémentaire. Et puis, vous savez que la taxe d'habitation a été supprimée, elle est compensée, mais elle n'est pas compensée de manière dynamique, c'est-à-dire que quand il y a de nouveaux logements sur la ville, on ne touche pas plus avec l'arrivée de ces logements. Donc, ça veut dire que ce sont des services qu'il faut assurer pour des personnes qui emménagent, mais sans toucher pour autant de financement de la part de l'État. Pour cela, se rappelant que la dotation globale de fonctionnement, ce qui a disparu, vous avez vu 6 millions, puis encore 1,4 million, près de 8 millions, puis encore 1,6 million, en fait, c'était une compensation d'une taxe locale. Donc, c'est pour ça que quand on a vu la suppression de la taxe d'habitation, on n'était pas très heureux parce que l'État vous dit, ne vous inquiétez pas, je compense. Oui, mais on sait qu'au bout d'un moment, l'État vous dit, oh, vous êtes riches, les collectivités, donc on va baisser. Vous avez un petit plan, alors peut-être que ce n'est pas très lisible, vous l'avez dans le journal, pour vous expliquer grosso modo sur l'utilisation du budget public, comment ça fonctionne. Et donc, pour 100 €, vous avez les dépenses. Je vais me rapprocher parce que là, moi, j'y vois. Tu vois le pas là. On le voit, pour faire très court, on a 2 € pour les espaces verts, par exemple, 3 € pour la police municipale, 25 € pour le scolaire, le périscolaire et la restauration, 17 € pour la petite enfance. Donc on voit bien ce qui représente la majeure partie, enfin une très grande partie du budget, évidemment avec nos écoles, nos crèches, etc. C'est tout ce qui touche, tout ce qui concerne l'enfance. Et puis on a aussi patrimoine bâti, c'est-à-dire l'entretien de nos équipements. Et ça représente 9 €. Vous avez le sport, 8 €. Voilà, je ne vais pas tous vous les dire, mais ça vous permet de voir un petit peu les choses. Là, vous avez le montant d'endettement par inhabitant. Donc, sachez qu'à ce jour, on a un taux d'endettement de 281 € à Montigny. Et la moyenne, vous voyez, sur les départements est plutôt de 1018 € par habitant. Et ça, c'est important aussi parce que, précisément, quand on a des diminutions de dotation, et quand on traverse des crises comme celle qu'on a vécue, la crise énergétique, il y a 1 an et demi, quand vous avez une part importante de votre budget qui évolue au remboursement de la dette, évidemment, vous pouvez absorber moins facilement des difficultés qui vous tombent dessus, comme celles qu'on a pu connaître. Là aussi, et là, ce n'est pas la ville directement, c'est bon à savoir, puisque ce sont des établissements de Montigny. Le lycée Saint-François d'Assise, qui dans un classement est arrivé premier de France. Nous avons eu aussi, l'année dernière, je vous avais montré que nous avions été classés ville la plus sûre au niveau des cambriolages d'Île-de-France. Et là, nous avons été nommés second en termes de sécurité générale par le Parisien récemment, et 6e ville des îles où il fait bon vivre. Donc, je dis toujours, ces classements-là, il faut les prendre avec beaucoup de pincettes parce que quels critères ils ont mis, etc. Donc, une fois que vous êtes premier, le coup d'après, vous êtes 6e. Mais ce qui ressort malgré tout ça, c'est qu'on est toujours bien placé. C'est comme ça. Pas-t-on le premier qui est important, mais on est toujours bien placé, et ça, c'est plutôt encourageant. Ensuite, sur l'énergie, je l'évoquais il y a 2 secondes, on a connu une crise énergétique extrêmement importante. Fort heureusement, et là-dessus, je salue toujours l'ancien directeur des services techniques, Claude Pignan, qui est parti à la retraite, qui avait fait un travail depuis plus de 20 ans sur le sujet. Et donc, vous le voyez là, on a travaillé pour réduire nos consommations d'énergie et on a fait une diminution de 42%. Et vous avez peut-être entendu parler du décret tertiaire qui impose, donc dès que vous avez un bâtiment qui dépasse les 1000 m², d'avoir une diminution dans les prochaines années de la consommation énergétique. Et donc, vous devez être à 40% en 2030,
à 50% en 2040 et à 60% en 2050. Et il se trouve qu'avec les efforts qui ont été faits par les services et les décisions des élus sur ce sujet, nous avons aujourd'hui, en 2023, déjà atteint les 40% d'économies que nous devions atteindre en 2030. Donc ça, c'est une bonne chose parce que ça nous permet évidemment de faire des économies importantes et de subir moins fort, même si on a subi quand même assez violemment cette crise énergétique, de le subir moins fort. Là, oui, je vois le cas des consommations, ça c'est en gros à retenir ce qui consomme le plus sur la ville, c'est le centre aquatique. Je peux vous dire, je peux le faire court comme ça. Et à peu près, et évidemment aussi tout ce qui touche au scolaire, puisqu'on a beaucoup de bâtiments scolaires, c'est 35% de nos équipements, les écoles. Donc on a là aussi une consommation importante. Vous voyez, on a fait, par exemple, quand on expliquait les économies d'énergie, on a changé tous nos éclairages, enfin une partie de nos éclairages, on continue de le faire, en LED. Et vous voyez un petit peu les chutes vertigineuses que ça peut donner en termes de consommation électrique. Donc ça, c'est un vrai gain immédiat. Et pour faire ça, en fait, on a même contracté un prêt auprès de la Banque des Territoires qui s'appelle, alors c'est un anglicisme, excusez-moi, c'est e-tracting. Et c'est un prêt qui nous permet de faire très vite des petites opérations, changement d'ampoule, changement de chaudière, changement de tableau, etc., etc., changement de, comment on appelle ça sur les radiateurs, de thermostat sur les radiateurs, le thermostatique. Et donc, toutes ces petites choses comme ça, qu'on peut faire très rapidement, ça permet de faire chuter très rapidement aussi les consommations énergétiques. Et puis, vous avez le cas, par exemple, de la maison de quartier Malraux, qu'on a complètement rénové, on l'a inauguré il y a 2 ans. Et là, vous avez une baisse de 60% des consommations sur le bâtiment. Donc là, sur celui-là, par exemple, ça y est, l'objectif 2050, on le dit déjà. Un petit point sur les parcs, parce que est-ce que vous le saviez, qu'on a 27 parcs sur les zones? Non, on n'imagine pas, 27. 80 hectares de patrimoine paysager naturel, 9000 arbres. Ça, vous devez le savoir si vous êtes au réseau public, parce qu'on le dit souvent. 1300 mètres carrés de sites fleuris et 2000 mètres carrés de prairies fleuries. 46 km de circulation douce sur la ville, entre les centres, les pistes cyclables, les voies cyclables, on est à 46 km. On a installé ces derniers temps 150 nouveaux racks à vélo sur les sites, les centres commerciaux, les écoles, etc., etc. Et puis, on a aussi, ça je l'avais évoqué lors de la dernière réunion, déjà les élèves qu'on a formés au savoir rouler à vélo, et puisqu'on a la chance d'avoir un monsieur du VCNB qui est là, c'est grâce au VCNB qui nous a accompagnés là-dessus que nous avons pu mettre en place cette initiative. Et puis, on a aussi accueilli l'association La Bicyclette qui répare des vélos, et vous voyez tous les vélos qui ont été remis en état grâce à cette association. Donc, ça refonctionne plutôt que d'être jeté, c'est toujours utile. Et là, voyez, les trottinettes à Montigny, qu'est-ce que ça représente? C'est 185 000 trajets à partir des 54 stations de la ville. On a aussi, à côté on parlait du Répar Vélo, mais il y a aussi le Répar Café qui circule dans les maisons de quartier, qui fonctionne bien. Et vous voyez, depuis qu'il est mis en œuvre, eh bien, 156 objets ont été apportés. Peut-être pas tous réparés toujours, mais 96 réparés, et donc 329 kg de déchets évités. Les composteurs installés par 50 ans en 2023, ça je suppose que c'est peut-être un sujet qui sera abordé ce soir. On est à 16% de l'habitat individuel aujourd'hui, et on a des composteurs résidentiels. Un que vous connaissez bien, puisque c'est celui qui est situé à côté du gymnase Maréchal, et puis on en a sur des prés également que l'on peut installer. Sécurité, c'est le nombre de caméras, 76, dont 50 sur les voies publiques. On a 7 agents de surveillance qui sont affectés. Alors le CSU, c'est l'acronyme qui veut dire Centre de supervision urbaine, c'est-à-dire que ce sont les personnes qui sont devant les écrans 24 heures sur 24 pour observer ce qui se passe sur la ville. On a créé une brigade canine, on a créé un centre de formation pour les brigades canines de façon à attirer des talents ici, en se disant si on les forme là, s'ils sont bons, peut-être qu'ils ont envie de rester. Donc du coup, on a créé cette école ici. Et puis, eh bien, hier, nous avons accueilli la secrétaire d'État, Madame Agresti-Roubache, en mairie. Elle venait dans le cadre des suites
des émeutes qui ont eu lieu pendant l'été 2023. Et nous faisions un point ensemble sur à la fois le suivi pour les commerçants, hein, et ici on a été particulièrement impacté sur la place Claudel, donc le suivi de leur dossier de remboursement, etc. etc. Et on a aussi regardé tout ce qui touchait à personnes qui ont participé aux émeutes, puisqu'on l'a vu, vous l'avez entendu, on a affaire à des jeunes et à des très jeunes. Et comme j'ai pu lui dire, moi j'ai été très marqué puisque j'étais là déjà au moment des émeutes de 2005. Et pendant les émeutes de 2005, c'était pas la même tranche d'âge, c'était plus grand, c'était plus âgé, et le rapport aux forces de l'ordre n'était pas le même. Il y avait de la provocation, mais il n'y avait pas cette violence qu'on a pu voir cette fois-ci. Et donc ça interroge forcément, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a loupé entre 2005 et 2024 pour qu'on se retrouve dans cette situation-là? Et donc, nous avions essayé de mettre en place il y a quelques années un dispositif sur Montigny qui n'avait pas pu fonctionner, qui s'appelle une cellule de veille éducative. En fait, qu'est-ce qu'on propose? Que la ville coordonne avec l'éducation nationale, l'espace territorial, les forces de l'ordre, les associations, l'ADIR, notre équipe de prévention, etc., un suivi des situations de gamins qui sont en train de dévier. Et à partir de là, de travailler avec les parents, avec les parents pour les inciter à se responsabiliser. Quand ils ont du mal à se responsabiliser, les accompagner pour se responsabiliser et pour qu'ils soient en capacité d'accompagner leurs jeunes et qu'on mette en place ce qu'il faut avec tous les partenaires pour pouvoir accompagner le jeune et faire en sorte qu'il sorte de ce chemin qu'il a pris et qui n'est pas forcément bon. Donc, jusque-là, on avait pas réussi à mettre en œuvre parce que chaque structure, chaque entité avait ses usages et nous objectait, par exemple, un problème de secret professionnel ou des choses comme ça, ce qui fait qu'on n'avait pas pu vraiment le concrétiser. Là, j'en ai parlé à la secrétaire d'État hier. Il se trouve qu'ils ont une idée un peu similaire en ce moment au niveau du gouvernement. Donc, elle nous a dit, je prends ça avec beaucoup de précaution, parce que c'était dans le cadre d'une visite. Alors, dans le cadre d'une visite, on est toujours très positif. Après, il faut relativiser. Mais elle nous a dit qu'elle serait prête à regarder avec nous pour une expérimentation à Montigny de ce dispositif et voir si ça peut fonctionner. Donc, on va essayer de travailler dans ce sens-là. Et puis, oui, merci Antoine, on a aussi, je reviens sur les caméras, acheté une caméra mobile parce qu'on a parfois des situations, par exemple, de dépôt sauvage à certains endroits qui perdurent. Et on ne peut pas mettre un agent en surveillance qui se cacherait pendant des heures et des heures. Donc, on a acheté une caméra mobile autonome et donc on l'a installée à proximité d'un site où nous avons régulièrement des dépôts sauvages et que nous pourrons utiliser en cas de besoin partout partout, pas forcément parce qu'il faut le photo qui peut l'accueillir, le bac qui peut l'accueillir, mais enfin, on peut l'installer en différents endroits justement pour essayer de répondre à une problématique que le réseau de caméras actuel ne peut pas faire. Et puis sur l'éducation à la vie d'enfance, donc ça, je vous disais tout à l'heure, 34% du patrimoine de la ville, ce sont les écoles, soit 42 253 mètres carrés de surface planchée. On a 44 millions de budget de dépenses d'exploitation et de maintenance sur toutes les écoles. Et donc, on est sur un coût d'exploitation qui est de 75 € par an et par mètre carré. De façon globale, c'est le coût qu'on retrouve sur les équipements de la ville. On a 145 000 m² de locaux municipaux aujourd'hui. Vous êtes, quand on met tout dedans, on est à près de 100 €, je crois, de mètre carré, à peu près, de coût annuel. Là, les espaces, ça, ce sont les espaces ou les classes qui aujourd'hui sont tous occupés ou inoccupés dans les écoles de Montigny. Et c'est pour ça qu'on a lancé, c'est pas que pour ça, c'est pour ça qu'on a lancé les assises de l'éducation, avec la volonté justement de travailler avec les enseignants, les personnels qui travaillent dans les écoles, les parents d'élèves et les enfants, de façon à se poser des questions sur, on a une diminution aujourd'hui, on perd des classes, on a moins d'enfants que par le passé, on a beaucoup d'écoles, parce que Montigny était la ville la plus jeune de France dans les années 90, donc on a fait beaucoup d'écoles. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de tout ça. Pour autant, on vous propose de travailler collectivement là-dessus pour voir quel est l'avenir de nos écoles sur la ville. Ça rejoint la thématique des bâtiments, mais ça rejoint aussi la thématique de qu'est-ce qu'on veut y faire dans ces écoles. Est-ce qu'on veut y ajouter dans l'enseignement culturel, par exemple? Est-ce qu'on veut transformer les cantines pour faire des selfs? Est-ce qu'on veut des cours d'école qui soient plus vertes? Donc, actuellement, vous avez des groupes constitués des différents publics, parents, enseignants,
personnels municipaux qui planchent dans différents ateliers sur tous ces sujets. Et le 4 juillet, nous aurons le rendu de leur travail et donc les propositions qu'ils feront pour l'avenir pour les écoles de Montigny. Et évidemment, dans ce cadre-là, on se pose aussi la question de la citoyenneté. Parce que être citoyen, ça s'apprend aussi. Et on se dit qu'on a une responsabilité là-dessus aussi par rapport aux enfants, sur le fait qu'un enfant qui sort d'une école de Montigny, ce qu'on espère, c'est qu'il ait une tête bien faite, qu'il sache réfléchir, qu'il sache prendre de la distance par rapport aux informations qu'il voit sur les réseaux sociaux et qu'il soit capable de penser par lui-même par rapport aux choses qui l'environnent. Voilà, très résumé, c'est ce qu'il fait. Et puis, c'est pour vous montrer un peu le succès que ça a eu, puisqu'on avait fait des questionnaires à l'attention de tous les publics. On a eu 85% des enfants, mais surtout 52% des familles, ce qui est un pourcentage, un taux de retour qui est vraiment exceptionnel sur ce genre de choses, parce que le questionnaire, en plus, est extrêmement long, il fallait plus de 20 minutes pour répondre. Donc, plus de la moitié des familles qui ont répondu, c'est formidable. Tous les enseignants ont répondu également. Et là, je vous le disais tout à l'heure, voilà, au niveau des naissances, il y a 10 ans de ça, on était à 500 naissances par an, et aujourd'hui à 350. Alors, il y a un côté, il y a particulièrement deux aspects qui sont un peu à l'origine de ça. Le premier, c'est une baisse démographique générale, vous l'avez entendu, partout, en France, en Europe, dans de nombreux pays. Aujourd'hui, on a une diminution de la natalité qui est même préoccupante pour un certain nombre de lieux. Et puis le deuxième, c'est que la ville, elle a aussi, elle vieillit, et que les maisons étaient à des prix extrêmement intéressants dans les années 90, où un jeune couple d'une trentaine d'années pouvait acheter pour s'installer avec ses enfants. Aujourd'hui, les maisons sont plus chères, les appartements sont plus chers, et donc on a moins de jeunes qui s'installent, et donc entre ces deux phénomènes, moins de naissances et moins de jeunes qui s'installent sur les villes, nécessairement, on a cette diminution. Mais cette diminution n'est pas que sur Montigny, là non plus. Surtout Saint-Quentin, c'est comme ça. J'entendais la semaine dernière, même Guyancourt, qui pourtant a augmenté en population ces dernières années, lui, cette commune, pour autant a annoncé une fermeture d'école parce que diminution des enfants. Et puis, loisirs famille. Voilà, les jeux pour enfants, quand même si on a moins d'enfants, on en a quand même encore pas mal. Donc, pendant 197 structures de jeux sur la ville, on a fait depuis le début du mandat le bateau pirate à côté du nouveau Forum des Arts Charles Aznavour. On a livré tout un espace de loisirs aussi à Pierre de Coubertin, à la fois sportif et street workout, vous savez, ces bars, toutes ces choses-là pour les jeunes, et pour les moins jeunes d'ailleurs, qui ont envie de faire un peu de gymnastique. Et puis, on a un city-stade qui va arriver alors là, sur le sud de la ville, près du gymnase Vadoumeg. On a aussi un nouveau terrain de jeu qui va s'installer au parc, au jeu du village, pardon, excusez-moi, près de l'école du village. Et enfin, et là c'est plus proche d'ici, c'est le parc Chédeville. Donc ce parc Chédeville qui est coincé entre la Sourderie et Guyancourt. Quand vous passez l'avenue du Général Leclerc, il est un peu plus à l'est. Et c'est un parc qui est assez important, mais qui aujourd'hui est assez vieillot et fatigué. Et donc, on le reprend. Et celui-là, plutôt que de faire un parc tel qu'on a pu déjà en faire sur la ville, on a souhaité travailler avec les services de la communauté d'agglomération plutôt comme un espace de nature au milieu de la ville. Donc, vous pourrez vous y promener, parce que ce n'est pas très loin. Et vraiment, vous verrez, vous découvrirez les images, et puis quand il sera terminé, là, dans quelques mois, vous pourrez le visiter. Ce sera vraiment un très bel espace avec des petits chemins, vraiment comme en campagne, avec des haies, des prés, des choses comme ça. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de plantations. Et puis, un jeu en bois avec un grand moulin qui sera assez formidable, et je pense qu'il plaira beaucoup aux enfants. Donc, voilà pour ça. Sport et culture. Ah, 194 associations sur la ville. Là aussi, c'est énorme. 194. Donc, on a 36 000 mètres carrés aujourd'hui qui sont dédiés à la pratique sportive ou culturelle, avec évidemment une domination pour le sport, parce que les grands équipements sportifs, c'est logique, les gymnases, ça prend plus de place évidemment que des salles associatives pour la culture. Et puis, je vais vous parler un instant aussi des Jeux olympiques et paralympiques. Là, vous avez le calendrier. Donc, on voit que ça débute sur la fin du mois de juillet, 26, 28 juillet. Et puis, les épreuves sur Montigny, vous voyez, elles sont en tout début du mois d'août.
Hein. Donc, chez nous, on a, je vous crois, le projet d'un niveau, 1er de août, on a le BMX tout d'abord, le 1er de août, c'est là. Ensuite, on a le cyclisme sur piste qui sera du. Non, pardon, on a le cyclisme sur route qui va passer le 3 août. Oui. Et on a également le cyclisme sur piste qui, lui, va être du 5 au 11 août. Et enfin, on aura les épreuves paralympiques du 29 août au 1er septembre, toujours dans le vélodrome, qui se dérouleront. Et on aura le relais de la flamme dans le cadre des épreuves paralympiques qui passera le 25 août. Voilà. 476, c'est le nombre de billets que l'on a achetés pour les épreuves olympiques. Alors, ces 476 billets, quel est l'objectif? C'est de permettre à des inimitants de pouvoir se rendre sur des épreuves. Et quelle cible nous avons privilégié pour ça? Eh bien, une ancienne équipe municipale, d'abord. Ça va être détourné, ça. Non, Ça va venir en même il n'y a aucun billet pour les. Ouais, c'est ça ce que j'avais dit. Non, je plaisante. C'est d'abord pour les bénévoles. Je voulais remercier tous les bénévoles. Vous avez vu le nombre d'associations qu'on a sur la ville. C'est une belle façon de remercier les bénévoles, c'est de leur payer un billet pour pouvoir accéder à une épreuve sur le site. Et ensuite, ce sont des publics, les publics en difficulté sociale, les personnes en situation de handicap, les jeunes du CMJ, du Conseil municipal des jeunes aussi. Voilà, des enfants aussi de nos écoles qui pourront se rendre aussi sur les épreuves, des collégiens qui iront aussi. Et puis, vous donner l'information, si vous ne l'aviez pas vu, il y aura une fan zone cet été, parce que c'est compliqué d'aller assister aux épreuves. Hein. Vous avez vu 476 billets, c'est très peu finalement. Et sur ces 476 billets, on a failli en avoir à peu près aucun pour le vélodrome et le BMX. On nous proposait des épreuves ailleurs. C'est là où on a pris la mesure qu'en fait, c'est un événement international et que les billets sont pris dans le monde entier et que ce qui est chez vous et qui vous semble être à vous, non, pas du tout, c'est pour le monde entier. Et donc, on s'est battu pour avoir des places, mais c'est assez compliqué. Et donc, on a réfléchi avec mes collègues maires de 50 ans et demi pour proposer une fan zone sur l'île de loisirs, dans laquelle il y aura à la fois beaucoup d'animations, des écrans géants pour suivre toutes les épreuves des différentes disciplines, des concerts gratuits, enfin des animations faites aussi par des associations. Donc il va se passer plein de choses là-bas. Donc n'hésitez pas à y aller, à faire savoir, parce que pour ceux qui seront là cet été, il y aura été en sable, bien sûr, mais vous aurez aussi cet événement qui devrait être extrêmement intéressant et attractif pendant l'été. Et puis, la question de comment ça roule pendant les épreuves. Ça roule pas si mal. Pas si mal. Vous voyez, hein, on a deux zones vraiment concernées. On a la zone évidemment du vélodrome. Et vous voyez finalement la partie est complètement interdite, c'est la partie ce sont les voies qui entourent le vélodrome. Hein, la rue des Louvières, la rue François Fillon, etc., etc. Mais par contre, le rond-point, lui, sera accessible pour les gens qui habitent par là. Donc, il y aura un laissez-passer et les personnes qui habitent là ou qui travaillent là pourront venir. Pour ceux qui travaillent, elles sont fortement incitées à travailler en télétravail, mais il y aura cette possibilité-là. Et après, vous voyez, on est sur toutes les voies qui sont du côté de la gare. Et avec une partie ici en rouge, ça veut dire là, pas de circulation du tout, c'est sur l'avenue du Centre, mais uniquement sur la partie côté gare. Il y aura toujours la possibilité de circuler sur la deuxième moitié, il y aura plus une voie dans chaque sens. Aujourd'hui, vous avez deux voies dans un sens, deux voies dans l'autre, et bien demain, il y aura une voie dans chaque sens sur cette partie-là. Donc on pourra continuer de rouler dans ce sens-là, enfin, dans cette partie-là, pas de problème. Par contre, vous voyez, avenue Lagare, avenue Stephenson, sur les Gustave Eiffel, toutes ces parties-là, par contre, là, ça sera extrêmement difficile. Merci pour moi. Voilà, voilà, vision en sens unique de les rues Eiffel et Meudel sur la partie ouest du dispositif. Pourquoi on a toute cette installation et ces interdictions sur l'avenue du Centre? C'est parce qu'on réédite, pour ceux qui avaient accompagné la Ryder Cup, vous connaissez ça, on réédite ce qui avait été fait à l'époque, c'est-à-dire que les navettes qui partiront au golf partiront de l'avenue du Centre. Et elles sont stockées sur rue Stephenson et avenue Lagare. C'est pour ça que ces deux voies-là sont bloquées aussi.
Voilà. Et puis, Ça, c'est le côté. gare routière Spéculoos. qui va être installée entre les deux voies nord de la route de la départementale 10, côté pas du lac, mise en double sens de la circulation des deux voies côté sud permettant le maintien de la desserte. Donc, pareil, c'est sur deux voies, ça? C'est ça? Le pas de oui, c'est ça, ouais. Sur deux voies, donc on pourra continuer de circuler. On va supprimer deux voies, mais garder les deux autres en mettant un double sens. Et puis, il y aura également un parc de vélos électriques existant qui va être installé entre la place Wicklow et les abords des cercles pour circuler sur tout le secteur, évidemment, et en cours aussi, pour permettre aux gens qui arriveraient par la gare ensuite de pouvoir se rendre sur les épreuves de VTT, par exemple, sur la colline de Milancourt, à vélo plutôt qu'en bus ou des choses comme ça. Et d'aller évidemment à la place de vous. Donc, on a l'épreuve sur route qui aura lieu le 3 août de 11h à 18h15. Ce qui est important à retenir, c'est que les axes qui vont être, qui sont à peu près les mêmes que grosso modo au Tour de France, seront fermés 2 heures avant l'épreuve et 2 heures avant le passage des cyclistes et 1 heure après. Et il passe entre 14h12 et 14h40. Voilà, le passage entre 14h12 et 14h40. Donc, et à mon avis, ils mettront moins de temps que ça. On voit à quelle vitesse ça passe à chaque fois. Ah, mais si, c'est 40 secondes ou 90. Ils sont pas nombreux. Donc, on se dit grosso modo de midi à 7h à peu près. Ça ne vaudra pas. D'accord. Voilà.